La première dimension qu'un enseignant-chercheur peut investiguer concerne les résultats de l'apprentissage. Il s'intéresse à la question de la qualité des apprentissages. Bon nombre d'articles et de contributions scientifiques ont pour objet la plus-value au travers de l'évaluation des performances des apprenants. Dans ce type d'analyse, on peut distinguer 4 indicateurs complémentaires: la progression, le degré de maîtrise, le transfert et l'équité. Cette thématique s'articule autour de 3 grandes parties: les dimensions de l'évaluation, la création de l'outil d'évaluation et ensuite la validation de cet outil. Dans la première partie, nous allons aborder les 4 indicateurs de la dimension produit. Pour chacun, nous expliquerons quel est son rôle, ainsi que la manière de l'évaluer. Nous donnerons également des exemples de recherche. Ensuite, nous passerons à la deuxième partie, qui est la création de l'outil d'évaluation. Différentes démarches complémentaires peuvent guider la conception de l'outil d'évaluation. La troisième partie sera dédiée à la validation de cet outil que nous venons de créer. Pour cela, 2 indices sont utiles: le degré de difficulté et l'indice de discrimination. En quoi consiste la progression ? La progression, elle concerne la valeur ajoutée de l'environnement sur le plan individuel. Ça correspond au développement de la compétence suite à l'apprentissage qui a été mis en œuvre. C'est-à-dire que nous avons donc un certain niveau au début de notre formation. Et la progression s'intéresse à connaître le niveau obtenu à la fin de cette formation. Par exemple, dans le MOOC L'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, on prend de l'information avant que les participants progressent dans la formation. Ils découvrent alors les thématiques, réalisent toutes les activités en ligne et à la fin de leur parcours, on réutilise le même thermomètre. Comment évalue-t-on cette progression ? Alors on peut l'observer à l'aide d'un dispositif qu'on appelle pré-test post-test. Il permet de calculer alors un gain relatif. Celui-ci correspond au rapport entre ce que l'élève a gagné et ce qu'il aurait pu gagner au maximum. Un gain sous-entend alors avoir un meilleur score au post-test qu'au pré-test. Mais si ce n'est pas le cas ? En effet, le calcul du gain relatif est possible seulement quand le score au pré-test est inférieur ou égal au score du post-test. Si ce n'est pas le cas et que le score du post-test est inférieur au score du pré-test, dans ce cas, nous calculons une perte relative. Auriez-vous un exemple concret d'évaluation de cette progression ? Oui, évidemment. Afin de mieux comprendre l'évaluation de cette progression, nous avons pris comme exemple un élève, Samuel, qui passe un premier test et obtient la note de 4 sur 10. Donc ça veut dire que la formation est utile pour lui. À la fin de la formation, il repasse ce même test et obtient cette fois-ci 7 sur 10. Donc dans cet exemple, c'est un gain relatif que nous allons calculer, car le post-test, donc 7 sur 10, est supérieur au pré-test, lui qui était à 4 sur 10. Le premier test que passe Samuel correspond à notre pré-test. Nous remplaçons donc les 2 près de notre formule par la note obtenue, c'est-à-dire 4. Le test que repasse Samuel à la fin de sa formation correspond à notre post-test. On a une note de 7 sur 10. Nous remplaçons donc notre post dans notre formule par la note obtenue, c'est-à-dire 7. Le maximum que pouvait obtenir Samuel à ces 2 tests était de 10. Nous remplaçons donc notre max dans notre formule par la note maximale que Samuel aurait pu obtenir, c'est-à-dire 10. Samuel a donc un gain de 50%. Ce rapport entre la progression possible et la progression observée permet de comparer les progrès des élèves, quel que soit leur niveau de départ. Grâce à ce procédé relatif, nous pouvons montrer le nombre d'élèves ayant évolué positivement, ayant régressé ou encore ayant stagné dans l'environnement d'apprentissage. Pour évaluer l'efficacité intrinsèque d'une intervention, un autre indicateur est aussi utilisé dans la littérature pédagogique, par exemple dans les méta-analyses. Il s'agit du dé de Cohen, également appelé
le dé qui permet d'apprécier la taille de l'effet. Si nous lisons la formule, cet indicateur correspond à la différence entre le post-test et le pré-test, divisé par l'écart type de l'ensemble des données. Mais une fois cet indicateur calculé, comment l'interprète-t-on ? Alors c'est toujours un peu arbitraire, mais une fois la valeur de l'indicateur connue, il faut comparer cette valeur à l'échelle établie par Cohen. Alors, une valeur faible correspond à 2 dixièmes, une valeur moyenne à 5 dixièmes, large 8 dixièmes et très large 1,3. Quand peut-on utiliser cette démarche ? Alors, on peut l'utiliser quand nous sommes confrontés à différentes interventions pédagogiques. Cette démarche peut être utile à utiliser pour comparer la puissance de différentes interventions. On est alors dans une logique inter. On compare différentes conditions, par exemple. Et on peut aussi l'utiliser pour évaluer les progrès effectués entre le début et la fin de la formation. On est alors dans une logique intra. Qu'entendez-vous par le niveau de maîtrise ? Le niveau de maîtrise correspond tout simplement au niveau atteint par l'élève à la fin de la formation. C'est le post-test. N'y a-t-il pas une pédagogie qui porte sur la maîtrise ? Oui, dans les modèles d'apprentissage, on a la pédagogie de la maîtrise. Et elle nous dit que le niveau de maîtrise doit être proche de 80%. Pour reprendre l'exemple du MOOC, l'innovation, on a pu observer que le niveau de maîtrise atteint par les participants était de 63,24%. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait distinguer ce score en fonction du type de média utilisé. Quelles sont les modalités pour évaluer le niveau de maîtrise ? Le niveau de maîtrise peut être évalué de manière individuelle, mais également peut être observé de manière collective, si nous sommes dans un apprentissage collaboratif. Quand pouvons-nous l'évaluer ? Nous pouvons l'évaluer soit juste après la fin de la formation, soit plus tard, de manière différée. Ce qui peut être particulièrement pertinent, puisque nous savons qu'au cours du temps, un mécanisme d'oubli se met en œuvre. Qu'implique ce mécanisme d'oubli ? Cela veut dire que nous sommes de moins en moins performants pour utiliser les connaissances que nous venons d'acquérir au fil du temps. S'il n'y a pas de rappel et de stimulation, la chance de se rappeler l'information et de la transférer dans un autre contexte est assez réduite. Ce transfert est en lien avec la logique de compétence. Il est important d'observer la capacité de l'apprenant à réutiliser les acquis de la formation dans une autre situation différente de celle de départ. Et comment pourrons-nous observer ce transfert ? Alors ce transfert correspond au score que l'élève obtiendra à un post-test différé, à un post-test dans un autre contexte, ou bien la combinaison de ces deux types de post-tests, à savoir un post-test différé dans un autre contexte. Pouvons-nous effectuer 2 post-tests, un juste à la fin de la formation et un deuxième de manière différée ? Oui, mais dans ce cas, il est important que le deuxième post-test, qui sera donc utilisé pour évaluer le transfert, ait une modalité différente du post-test proposé à la fin de la formation. Avec différents post-tests, on pourra ainsi calculer plusieurs gains relatifs. Dans cette expérience de Housni et ses collègues, on observe à 2 reprises la maîtrise des élèves, en fonction de 2 conditions. Une utilisation à distance d'une tablette et une utilisation permanente. On peut voir que l'utilisation non permanente de la tablette permet d'aboutir à de meilleurs résultats, à la fois à court terme et à moyen terme. Enfin, il reste à analyser l'effet que le dispositif a sur l'équité. À quoi va nous servir l'analyse de l'équité ? Il s'agira de voir si le dispositif a tendance à augmenter les écarts entre les élèves et donc à rendre le groupe plus hétérogène, ou si au contraire il a tendance à diminuer les écarts entre les élèves et donc à rendre le groupe plus homogène. Comment pouvons-nous évaluer cet effet que le dispositif a sur l'équité ? Afin d'évaluer cette tendance, nous allons analyser l'évolution de la variance entre le pré-test et le post-test.
Pour cela, nous devons calculer un coefficient de variation, qu'on appelle aussi le taux d'hétérogénéité. Le calcul de ce taux correspond au rapport entre l'écart type et la moyenne multiplié par 100. Plus ce coefficient est faible, plus la distribution est homogène, ce qui veut dire que les écarts entre les individus sont faibles. Une fois ces deux coefficients calculés, que doit-on faire avec ? Il faut les comparer. Si le taux d'hétérogénéité du post-test est supérieur à celui du pré-test, cela veut dire que notre coefficient de variation a augmenté et donc que notre dispositif augmente les écarts initiaux entre les individus. Si c'est l'inverse, alors il diminue les écarts. Dans cette expérience, avec un logiciel d'apprentissage de la lecture, on a pu observer que le dispositif collaboratif permettait de renforcer le partage de compétences entre les élèves. Le coefficient de variation diminue en effet entre le pré-test et le post-test. On peut également travailler de manière corrélationnelle. Une autre information utile, en effet, est la corrélation entre le pré-test et le gain relatif. Elle permet de mettre en évidence pour quel type d'apprenant le dispositif a été le plus utile. Une corrélation positive nous indiquera que le dispositif a permis de faire progresser les plus forts au départ. Tandis qu'une corrélation négative nous informera que celui-ci a plutôt été bénéfique pour les plus faibles. Si la courbe est plate, alors le dispositif est neutre et nous indique que la progression n'est pas liée au niveau de départ.